Donc mon co-auteur Romuald, qui était là l'an dernier, peut-être certains d'entre vous avaient assisté à sa conférence, lui il a découvert en fait cette espèce de science des signes auprès de chamans d'Amazonie, puisqu'il est allé de nombreuses fois en tant qu'ethnobotaniste, donc chercheur sur les plantes dans un contexte ethnique, est allé de nombreuses fois en Amazonie et auprès de tribus au Pérou, etc. Et les chamans lui ont enseigné en fait ce que eux appellent une science des signes, science et conscience, entre voilà, la réalité physique matérielle et puis la réalité de la conscience, de la psyché. Alors la psyché inclut la conscience et l'inconscient. Hein. C'est mieux de parler de psyché, parce que dans la psyché, on a aussi l'inconscient, tout le continent inconscient, alors que quand on parle de la conscience, on se limite à toute notre expérience consciente du monde. Donc notre expérience consciente du monde, c'est pas toute notre expérience du monde, puisque nous avons beaucoup de choses qui nous viennent de l'inconscient. C'est pour ça qu'il faut quand même reconnaître à Freud le mérite d'avoir découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le continent inconscient. Mais vous savez que Jung, qui était d'abord un disciple de Freud, s'est fâché ensuite avec lui parce qu'il considérait qu'il avait une approche trop étroite. Et Jung lui a dit, nous avons un inconscient personnel, oui, mais aussi un inconscient collectif, donc quelque chose qui nous renvoie à quelque chose qui nous dépasse en fait. Il y a une partie transpersonnelle, transgénérationnelle, on est relié à cette information-là. Voilà, qu'on le veuille ou non. Et Jung, lui, et Freud, par contre, ne s'intéressait pas à ça parce que pour lui, ça ouvrait sur l'occultisme, le mysticisme, et il rejetait tout ça. Il était assez violent là-dessus. Il parlait de la boue, de l'occultisme, et ils se sont fâchés en fait avec Jung autour de cette notion-là. Alors, je vais revenir après sur ce qui permet aujourd'hui en science de penser que le temps est une illusion. Vous allez voir qu'il y a plein de données qui amènent à comprendre que notre expérience du temps, elle est uniquement psychique en fait, et que le temps n'a pas de réalité absolue. Donc ça, c'est assez important. Mais pour quand même rester un petit peu sur Philippe Guillemont, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qu'il faut retenir de la physique de Philippe Guillemont, enfin il y a beaucoup de choses, hein, mais ce qui est important, c'est que notre futur en fait existe déjà. Nous avons déjà un futur à chaque instant qui existe. Alors évidemment, ça pose un problème de libre arbitre, parce qu'on se dit, si mon futur existe, j'ai qu'à m'asseoir et attendre que ça passe, j'ai pas le choix, je ne peux pas agir, je n'ai pas de libre arbitre. Et ça, c'est un problème, on en parlera peut-être d'ailleurs dans le débat, parce que c'est un des thèmes qu'on a retenu. C'est un problème philosophique très ancien, l'opposition entre le libre arbitre et la destinée. Et donc, Philippe, en fait, résout cette question en disant, oui, nous avons un futur qui existe à chaque instant, mais ce futur peut changer. C'est-à-dire que nous pouvons faire bouger notre futur à partir de nos intentions, à partir de nos choix qui sont éclairés par le cœur, etc., nos qualités d'âme. Donc il y a tout un tas de prérequis qu'on retrouve un peu dans tous les discours spirituels, si vous voulez, sur le fait d'ouvrir son cœur, etc., pour faire des choix éclairés, des choix conscients, qui nous permettent de faire bouger notre futur. Et donc, selon Philippe Guillemont, les synchronicités sont des signes que nous envoie notre futur quand on a réussi à faire bouger une ligne. Vous voyez ? Donc ça a l'air absurde, sauf que c'est quand même aujourd'hui étayé par des vrais travaux de physique. Hein. Mais bon, c'est de la spéculation un petit peu aussi métaphysique, il faut reconnaître, hein, bien sûr. Il n'y a pas de mathématiques aujourd'hui qui démontrent ça, si vous voulez, donc il n'y a pas un consensus scientifique, mais en tout cas, c'est des travaux qui sont pris au sérieux. Philippe a publié aussi dans des revues scientifiques tout à fait de premier plan, hein, des soubassements, si vous voulez, de cette idée-là, qui est l'idée que voilà, on est sur une ligne de temps, on est à l'instant présent sur cette ligne de temps, et cette ligne, grâce à nos intentions, on peut la faire bouger, ce qui fait bouger à la fois le futur, le présent, mais aussi le passé. C'est-à-dire qu'on change de ligne, en fait. Donc voilà un peu la façon de présenter les choses. Alors, donc on peut s'illusionner en fait sur ces synchronicités, parce que bien sûr, le fait de dire cette coïncidence a du sens, ça peut tout à fait être une illusion. On peut projeter du sens là où il n'y en a pas, et effectivement, c'est uniquement le hasard qui a agi.
Alors pour tester justement cette réalité-là, Romuald il a proposé un petit protocole tout simple en fait, dont on parle dans le livre, mais que je vais vous expliquer parce qu'il est vraiment facile à mettre en œuvre, pour essayer de voir si on pouvait jouer en fait avec ce phénomène et provoquer des synchronicités. Donc ce qu'il a fait, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, l'ont vu dans le livre ou ailleurs, hein, il a fait une petite boîte avec une cinquantaine d'images d'animaux, il a découpé des images d'animaux dans des magazines, et puis il a fait une autre boîte avec des mots, des noms de symboles, ou d'archétypes, ce qu'on appelle les archétypes, donc qui sont des symboles de la psyché, c'est un concept jungien aussi, hein, donc, mais c'est pas la peine de rentrer dans des choses compliquées, hein. C'est des symboles comme la lumière, la mer, le cristal. Il faut faire une liste en fait de choses qui nous parlent à nous, qui sont des symboles pour nous, qui sont importants. L'océan, etc. Ça peut être l'enfant, le sage, le maître. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Parce que Romuald, on lui demande toujours des listes, mais il dit bon, faites votre propre liste. À partir de ce qui résonne en vous, vous pouvez prendre des oracles qui existent déjà, hein, avec des listes. Bon. Il y a moyen de faire ça. Donc il y a deux boîtes. Il y a une boîte avec les animaux, une boîte avec ce qu'on va appeler les symboles ou archétypes. Et le protocole donc, consiste à tirer un papier dans chaque boîte. Donc d'abord une image d'animal, et puis un symbole. Alors, pour vous donner donc un exemple concret, hein, et puis donc il faut associer ça à une intention. Il faut associer ça à une intention. Et puis aussi à un timing, c'est-à-dire qu'on veut qu'il se passe une synchronicité avec ces deux éléments dans un certain délai. Par exemple, une semaine, un mois, etc. Donc le premier en fait, tirage qu'a fait Romuald, vous allez voir, il est assez parlant, puisqu'il a tiré par hasard, en fait, les papiers étaient collés, donc il a tiré à la fois l'image du rat et du hérisson. Donc il avait deux animaux en fait au lieu d'un. Donc il s'est dit, bon, le rat est venu en premier, donc je vais éliminer le hérisson, mais c'était trop tard, c'était déjà rentré dans son esprit, si vous voulez. Donc il y avait le rat et le hérisson. Et le deuxième, donc dans l'autre boîte, il a tiré le symbole du cristal. Voilà, donc il avait ces deux éléments, ces trois éléments-là, du coup, et puis, donc il demande à ce qu'une synchronicité se produise avec ces éléments-là. Bon, quelques heures plus tard, en l'occurrence, il est... oui, il fait la vaisselle, parce qu'il fait souvent la vaisselle. Il revient avec la main mouillée, et en prenant la télécommande de sa télévision, la télécommande lui échappe, et tombe, et change de chaîne, en fait, et bascule sur une chaîne de jeux vidéo, sur laquelle il voit apparaître un rat avec des piquants en cristal, comme un hérisson. Vous voyez, ça fait un rat hérisson avec des piquants en cristal. Et il tombe sur cette image-là, bien sûr, c'est une chaîne qui regarde jamais, etc. Donc il est saisi de stupeur, si vous voulez, et bien sûr, il comprend tout de suite la relation avec son tirage, donc il estime que c'est certainement une réponse à sa synchronicité, mais c'est un peu trop beau pour être vrai, si vous voulez. Sauf que voilà, ça s'est passé comme ça. Et vous comprenez qu'il y a le support du hasard qui joue et au moment du tirage, et au moment où la télécommande finalement lui échappe des mains et change de chaîne, etc. Tout ça, c'est du bruit aléatoire, et c'est à partir de ça en fait que vont se construire les relations de sens. Donc voilà, donc premier tirage, premier résultat presque au-delà de ses espérances, si vous voulez. Donc évidemment, il doute, en se disant c'est pas possible. Et bien sûr, il faut recommencer l'expérience, mais il préfère laisser passer un peu de temps pour recommencer l'expérience. Et donc quelques semaines plus tard, il refait un deuxième tirage, et là, il tire comme animal un ours noir à collier, un ours tibétain, avec en forme de V sur la poitrine. Il a une trace blanche, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ours noir à collier. C'est un ours tibétain. Et il tire comme symbole l'océan. Voilà, donc il fait ce tirage. Et là, il se trouve dans une autre pièce de sa maison, et il entend à la télévision « Je connais ton amour pour l'océan ». Alors on va dire c'est la télévision, oui la télévision, mais bien sûr, parce que la télévision, il y a une foultitude d'informations, donc c'est vrai qu'on est plus susceptible d'avoir des synchronicités à partir de médias comme
la télévision ou les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent, et donc on va identifier les choses comme étant liées à nos synchronicités, et peut-être qu'on peut s'illusionner, si vous voulez. Donc vous comprenez quand même que le fait d'avoir deux éléments, ça limite le risque de se faire des idées, et que ça permet de réduire les probabilités de se tromper, et donc d'être confiant dans le fait qu'on a une vraie synchronicité qui se présente. Donc là, en tout cas, il entend le mot océan, donc ça résonne dans son esprit, puisque océan, c'était le symbole qu'il avait tiré, et donc il va regarder ce qui se passe à la télévision, et là, c'est le film La famille Adams. Et donc c'est une scène du film La famille Adams, dans laquelle donc deux personnages sont sur une espèce sur un bateau sur une rivière souterraine, et ils veulent rejoindre l'océan par une espèce de rivière souterraine comme ça. Et à un moment donné, ils arrivent devant une pièce, ce qu'on appelait autrefois un cabinet de curiosité. C'est une pièce dans laquelle il y a tout un tas d'objets bizarres, hétéroclites, etc. Et quand ils rentrent dans cette pièce, en fait, la première chose qu'ils voient, c'est un ours noir à collier, empaillé, si vous voulez, mais c'est vraiment l'image qui est au premier plan au moment où ils ouvrent la porte. Donc, en quelques secondes, il a ces deux éléments qui sont apparus, l'océan, l'ours noir à collier. Donc, encore une fois, ça a l'air trop beau pour être vrai, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant dans cette synchronicité-là, c'est qu'en plus, il y a eu un troisième élément qui a comme confirmé le fait que oui, c'était bien sa synchronicité, celle qu'il avait provoquée, celle qu'il avait déclenchée. Le troisième élément, c'est que dans ce cabinet de curiosité, il y a une autre image, qui est une image très connue, emblématique, qu'on a mis dans le livre d'ailleurs, d'un personnage qui passe sa tête à travers la voûte étoilée. Vous voyez, vous avez la voûte étoilée comme ça, c'est une gravure du Moyen-Âge, qu'on appelle la gravure au pèlerin. Et donc, il y a une voûte étoilée comme ça, et il y a un personnage qui passe sa tête à travers la voûte pour voir au-delà des apparences, voir au-delà du monde. Donc c'est une image iconique que vous connaissez forcément. Et en fait, cette image, elle a servi à illustrer le premier livre de Jung sur la synchronicité. Le livre de Jung sur la synchronicité, qui s'appelle Synchronicité et Paracelsica, il est illustré par cette image-là. Donc c'est une image qui représente aussi le thème de la synchronicité, si vous voulez. Donc le fait pour Romuald de voir cette image apparaître dans la même séquence, finalement, c'était comme une espèce de confirmation que oui, c'était bien sa synchronicité qui s'était manifestée avec l'océan et l'ours à collier. Donc vous voyez que ça paraît magique, mais c'est parce que c'est magique. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est magique, c'est vraiment magique. Et pour vous l'illustrer, je vais vous donner un exemple qui là, justement, a été publié dans un livre qui s'appelle La vraie magie. Real Magic en anglais. Et c'est un livre qui a été écrit par un chercheur en parapsychologie qui est bien connu, qui s'appelle Dean Radin. Dean Radin, donc pour ceux qui s'intéressent aux phénomènes inexpliqués, etc., c'est un peu le pape de la recherche là-dessus. Il a fait plein d'articles scientifiques, etc., etc. Et dans son dernier livre, qui s'appelle Real Magic, donc la vraie magie, il raconte une série de synchronicités qui lui sont arrivées. Et ce livre, pour information, il est en train d'être traduit donc, par un ami, il va sortir bientôt en français. Je ne sais pas encore sous quel titre, mais ça c'est vraiment un livre super. Et Dean Radin, d'ailleurs, sera à Lyon. On en reparlera tout à l'heure, mais vous avez vu passer l'affiche du colloque de Lyon le 19 octobre, et il sera avec nous en visioconférence depuis la Californie. Donc, dans son livre Real Magic, Dean Radin raconte une série de synchronicités. Et ça, c'est important parce que les synchronicités qui sont vraiment parlantes, pour nous, qui ont du sens pour nous, elles se produisent par série, effectivement. C'est-à-dire que le message va être répété. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on a des choix à faire, finalement des choix importants en termes de vie professionnelle, vie privée, déménagement, etc., etc. C'est souvent là qu'on a des signes, en fait, qu'on a des indications. Ça peut être une chanson qu'on entend à la radio, ça peut être un message qu'on voit sur un camion passer, blablabla. Vous savez, il y a tout ça. Tout ça est producteur de sens. Et souvent, quand on a besoin justement d'indications, c'est là qu'on a ces fameuses synchronicités. Donc les séries, c'est aussi un indicateur que ce sont de vraies synchronicités, le fait que ça se produise en série. Alors Dean Radin donc raconte qu'au début des années 2000, il cherchait des bureaux en Californie, dans la Silicon Valley, pour installer un institut de recherche qu'il voulait monter avec un collègue, avec un partenaire.
Et donc lui, à l'époque, il était déjà assez connu dans ce milieu-là, hein. Il avait fait plein de travaux, mais personne ne savait qu'il était dans cette région, le cas de Californie. Et donc, 2000, vous savez, c'est la période où il y a toutes ces entreprises, les startups, etc. Donc c'est très difficile de trouver des bureaux. Donc il finit par trouver un petit bureau, et puis avec une pièce attenante pour faire de la recherche, dans un immeuble, donc, dans la Silicon Valley, dans une petite ville. Et quand il arrive dans cet immeuble, il voit qu'il y a une plaque en bas, avec toutes les plaques des entreprises qui sont déjà installées dans l'immeuble. Il y a une première synchronicité, parce qu'il voit une plaque où c'est marqué Psy Quest. Psy, donc ce sont les 3 lettres PSI, qui sont les lettres par lesquelles on désigne les phénomènes inexpliqués. Hein, pas confondre avec Psy, PSY, mais on fait souvent la confusion, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, ce qu'on appelle les phénomènes Psy, PSI, ce sont les phénomènes parapsychologiques. D'accord ? Donc Psy en anglais, c'est la même chose qu'en français, c'est la lettre grecque Psy. Et donc il voit qu'il y a cette plaque marquée Psy Quest, donc la quête du psy. Donc il se dit, tiens, c'est marrant parce que la quête du psy, c'est exactement ce que moi je vais faire dans cet immeuble, en fait, dans ces bureaux. Donc quête du psy. Mais il se dit, c'est pas possible que ça soit une entreprise ou un institut de parapsychologie, puisque on se connaît tous, en fait, dans le monde. On est une poignée. À l'époque, ils sont une dizaine de chercheurs à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, pas beaucoup plus, si vous voulez. Donc il se dit, ça peut pas être une structure de recherche en parapsychologie. Ça doit vouloir dire autre chose, comme PSI, Personal Service Investigation, par exemple, un truc de détective privé, vous voyez, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui n'a rien à voir avec le psy. Donc, première coïncidence, on peut dire, première synchronicité. Et puis, quelques jours plus tard, en passant par un autre chemin pour accéder à son bureau, pour découvrir un petit peu les lieux, il s'aperçoit qu'en fait, la porte juste avant la sienne, juste avant d'arriver à son propre bureau, c'est une porte sur laquelle est écrit PsyQuest, laboratoire de recherche. Donc là, il se dit, ah, tiens, c'est étonnant, s'il y a un laboratoire de recherche pour un truc de détective privé, ça ne colle pas vraiment, donc ça doit être autre chose. Mais bon, ce jour-là, le bureau est fermé, il n'y a personne. Donc il revient quelques jours plus tard, et là, il voit qu'il y a quelqu'un derrière un bureau, derrière la vitre, etc. Donc il rentre dans le bureau, et il dit, bonjour, je suis... Et l'autre lui dit, oui, je sais qui vous êtes Dean Radin. Alors Dean Radin est stupéfait, mais il voit que le gars est encore plus stupéfait que lui, qui commence à blanchir, et sa mâchoire se décroche. Et donc Dean Radin lui dit, mais comment ça se fait que vous me connaissez ? Et le gars lui dit, en fait, ça fait 15 jours que je fais un rituel magique tibétain pour vous faire apparaître dans ma vie. Vous voyez, le genre de... Donc le gars faisait ce rituel pour rencontrer Dean Radin parce qu'il avait besoin il voulait lui proposer d'être un partenaire dans son propre institut de recherche, parce qu'en fait c'était effectivement un institut de recherche en parapsychologie, et il voulait lui proposer de faire partie de l'équipe des conseillers, ou voilà, ou plus si affinité. Donc évidemment tous les deux sont stupéfaits, et donc le gars, voilà, il faisait ce rituel pour que vous apparaissiez dans ma vie. Et il pouvait pas savoir que Dean Radin était dans la région, les États-Unis c'est très grand, avant ça Radin était dans un autre état, enfin bref, donc il n'y avait aucune possibilité pour lui de le contacter, il ne savait pas comment faire, donc il a fait ce rituel, vous voyez. C'est une solution si vous cherchez à contacter quelqu'un. Et alors ça s'arrête pas là, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, Radin, le gars lui propose de lui faire visiter les lieux, et il lui montre son laboratoire. Donc entre guillemets, quand on fait de la recherche en parapsychologie, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, hein. Il faut un fauteuil confortable, il faut que ça soit isolé de tout ce qui est influence électromagnétique, etc. Et il faut tout un tas de petites choses toutes simples pour pouvoir mettre les gens à l'aise, pour qu'ils puissent se détendre. Nicolas nous en parlera tout à l'heure, etc. Et en fait, Dean Radin s'aperçoit que toute la liste du matériel qu'il y a dans la pièce du gars, c'est la liste du matériel que lui a écrite sur son papier quand il a programmé tout ce qu'il voulait faire dans ce laboratoire. Il a écrit la liste de tout ce dont il avait besoin, et tout ce dont il a besoin est là, dans cette pièce. Et il réalise, par rapport à la disposition des lieux, qu'en fait cette pièce se trouve derrière son propre bureau. C'est-à-dire qu'il y a juste une cloison en fait, qui les sépare, quoi. Donc au moment où il écrivait sa liste, derrière lui, derrière le mur, il y avait tout, déjà dans cette pièce-là. Donc vous voyez le côté magique que peut prendre la synchronicité quand
Voilà, on a l'impression vraiment que c'est l'univers qui nous répond, qui nous amène des réponses à nos questionnements. Et c'est tout à fait extraordinaire. Alors l'idée qu'on propose dans le livre avec Romuald, c'est que effectivement les synchronicités sont des signes du futur, parce que le futur est capable d'envoyer de l'information à rebours du temps, donc en remontant la flèche du temps. Pourquoi on propose ça? Parce que il y a de plus en plus de travaux en physique qui montrent que le temps est une illusion. Par exemple, il y a un grand physicien qui s'appelle Carlo Rovelli qui a écrit un livre sur le temps qui nous dit que le temps déjà ne passe pas à la même vitesse selon qu'on est au niveau de la mer, comme ici, ou un peu plus haut. Mais on a des appareils aujourd'hui qui mesurent ça avec un écart de 1 mètre. Si vous mesurez le temps qui passe à un certain niveau et à 1 mètre plus haut, et ben le temps passe plus vite en altitude. On le savait déjà dans l'aéronautique, dans l'aviation, etc. Mais évidemment, c'est des écarts très très faibles. Mais aujourd'hui, on a les appareils pour le mesurer. Le temps ne passe pas à la même vitesse selon qu'il y ait de la matière, de la gravitation, etc. Donc selon la hauteur à laquelle on se trouve sur la Terre, il passe plus vite en altitude. Donc le temps n'est pas quelque chose d'absolu. On le savait depuis Einstein, bien sûr, puisqu'il a lié le temps et l'espace. Mais aujourd'hui, c'est une certitude, au point que dans les équations de physique, dans une certaine théorie qu'on appelle la gravité quantique à boucle, etc., mais sans rentrer dans les détails, il n'y a plus de notion de temps et d'espace. Le temps et l'espace sont des variables qui ont disparu, si vous voulez. Donc ça rejoint effectivement l'idée que temps et espace sont des projections, sont des projections de notre conscience pour qu'on vive cette expérience-là, évidemment. Donc tout ça, ça a une raison, ça a du sens, mais ce n'est pas, le temps n'est pas ce qu'il semble être. Donc il n'y a pas cette notion absolue de temps qui passe, de temps linéaire, de passé, présent, futur, et on peut jouer avec ça. Philippe Guillemont parle d'une épaisseur du présent, au même titre qu'on a une épaisseur d'espace, c'est-à-dire qu'on est capable de voir autour de nous à une certaine distance, donc l'espace a une certaine épaisseur, et bien c'est la même chose pour le temps. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles à concevoir, bien sûr, à imaginer, mais on le verra aussi tout à l'heure, quand on vit un état d'expérience, une expérience d'état modifié de conscience, on a une relation au temps qui est complètement différente. Le temps peut disparaître complètement. On n'a pas la sensation d'écoulement du temps. Dans un rêve, Vincent le sait très bien, et vous tous aussi, la première chose qui est différente dans le rêve, c'est la sensation de temps. On peut rêver un rêve en quelques minutes et avoir la sensation que ça dure des heures. Donc tout ça, c'est très connu, c'est très banal, mais ça a des implications quand même très profondes, parce qu'effectivement, ça suppose qu'on peut jouer avec ça, que le paramètre temps, c'est quelque chose qu'on peut manipuler. Donc, la synchronicité dans ce contexte-là, ça consiste à comprendre que en fait, c'est un signe que nous envoie notre futur pour nous dire oui ou non, on a fait un choix, on a fait un bon choix, on a mis les bonnes intentions, on a ouvert son cœur, etc., etc. Et donc on attire à nous les choses qui nous mettent sur un bon chemin. Donc la synchronicité devient quelque chose qui est un outil de guidance en fait. C'est pas le seul, bien sûr, mais ça peut devenir un outil qui nous guide pour aller sur notre bon chemin d'évolution d'âme, si on veut utiliser ces termes-là, si vous voulez. Donc, on peut aussi le mettre en pratique pour des choses très très concrètes, et c'est ce que fait Romuald avec 2 amis dans des ateliers qu'il organise, en demandant aux gens de choisir, donc de faire un tirage, d'associer ça à une intention par rapport à un projet qu'ils ont. Vous voyez, quelque chose de très concret, quoi. Et donc il y a plusieurs exemples qu'on raconte qui sont assez étonnants, assez stupéfiants aussi, où des gens ont eu des réponses très précises à des problématiques vraiment importantes pour eux, professionnelles, personnelles, etc. Par exemple, il y avait une personne qui cherchait depuis longtemps un partenaire financier pour lancer une affaire de produits bio, de repas bio, ou quelque chose comme ça, et qui était bloqué en fait depuis des mois, des années. Il n'arrivait pas à trouver le bon partenaire, le bon investisseur pour que son affaire puisse démarrer. Et donc il a fait l'atelier de Romuald, et il a fait un tirage où là il a tiré lui aussi 2 animaux
qui était le lion et l'aigle. Alors je ne sais pas si l'aigle était dans les symboles, en tout cas il s'est retrouvé avec deux symboles, deux images d'animaux. Peut-être qu'il y avait un symbole en plus, mais je ne m'en souviens plus. Et en tout cas, voilà, et il a associé ce tirage à une intention d'obtenir une réponse à son projet, de trouver un partenaire financier pour investir dans son affaire de produits bio, etc. Et donc quelques semaines plus tard, il a reçu un courrier avec un en-tête sur lequel il y avait l'image du lion et de l'aigle qui étaient mélangées. Il y avait les deux images qui étaient mêlées dans le logo en fait, de l'entreprise qu'il lui écrivait. Donc forcément, il a reconnu les symboles de son tirage. Et puis le courrier disait « Monsieur, votre affaire m'intéresse, je veux investir dans votre projet ». Et en plus, il lui proposait exactement la somme dont il avait besoin. Enfin, c'était encore une fois assez magique. Donc voilà la façon dont on peut jouer et utiliser en fait les synchronicités pour voilà, se guider, pour avoir des réponses dans sa vie à des questions qu'on peut se poser dans différents domaines. Donc voilà, il y a plein d'exemples. Je ne vais pas vous raconter uniquement ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette idée que le temps n'est pas ce qu'il semble être, que le futur est déjà là, c'est quelque chose aussi que les chercheurs identifient dans des expériences comme les rêves prémonitoires ou même la vision à distance. Il y a de plus en plus d'interprétations aujourd'hui qui consistent à penser que c'est en fait le moment où on prend conscience d'une information dans le futur qui envoie l'information dans le passé, hein, dans le cas d'un rêve prémonitoire. Donc le rêve prémonitoire, c'est pas le rêve d'un événement futur, c'est le rêve de soi-même en train de prendre conscience d'un événement futur. C'est deux choses différentes. Vous voyez, je vais essayer d'expliquer un petit peu plus clairement. Il y a eu des expériences de fait depuis les années 20 en fait, hein, où on peut distinguer entre l'information que va effectivement avoir la personne au moment où elle va prendre conscience d'un événement futur, et puis une autre façon d'avoir eu l'information. Par exemple, quelqu'un a rêvé d'un accident d'avion, mais en fait, elle n'a pas rêvé de l'accident d'avion, elle a rêvé d'elle-même en train de lire l'article de journal qui dit il y a eu un accident d'avion. Vous voyez, et c'est cette information-là qui la concerne elle, qui concerne sa conscience à elle, qui est susceptible de remonter le temps et de lui faire ce rêve prémonitoire. Donc je ne sais pas si je suis très, très clair sur la façon dont voilà, il y a une subtile différence entre les deux. Donc le rêve prémonitoire, pour beaucoup de chercheurs aujourd'hui, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est parce que la personne va avoir cette prise de conscience dans le futur de cette information-là, qui est relative à elle, qui la concerne elle, que cette information va être accessible dans le rêve. Voilà. Bon, autre exemple, c'est la vision à distance. La vision à distance, on en parlera aussi tout à l'heure avec Nicolas. Les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, donc la vision à distance, vous savez, c'est le fait de faire de la voyance, en principe en temps réel, mais on peut jouer aussi sur le paramètre temps, mais en principe on parle de vision à distance quand c'est une vision en temps réel. Par exemple, il y avait le grand auteur Emanuel Swedenborg qui avait eu une vision d'une ville en train de brûler à quelques kilomètres de chez lui, et puis ça s'était révélé vrai. Donc il a vu la vision en temps réel d'un grand incendie dans une ville de Suède, assez loin de chez lui. Et donc, les chercheurs qui ont travaillé sur ce phénomène se sont aperçus qu'il fallait qu'il y ait un feedback. C'est-à-dire que les voyants qui avaient effectivement une vision d'un événement à distance avaient besoin d'avoir une confirmation à un moment donné qu'ils avaient bien perçu la cible, et que c'était en fait cette confirmation qui permettait, encore une fois, de renvoyer l'information dans le passé. Vous voyez, le raisonnement est toujours le même. C'est le moment où la personne a la confirmation qu'elle a bien vu la cible, qui est le moment clé qui fait que cette information devient accessible dans le passé au moment de la vision à distance. Donc ça paraît fou, hein, mais voilà comment les chercheurs aujourd'hui essayent de comprendre ce phénomène-là. Enfin, en tout cas, c'est une piste, c'est une façon de comprendre ce phénomène. Il y a d'autres expériences aussi qu'a fait notamment Dean Radin, justement, qui supposent des effets qu'on va appeler donc des effets rétro-causaux, hein, des effets de causalité inverse.
Par exemple, il a fait des expériences avec ce qu'on appelle des machines, des générateurs de nombres aléatoires, qui sont des machines à produire du hasard. Donc ces machines-là, en fait, elles simulent des lancers de pile ou face à raison de plusieurs milliers par seconde. Donc plusieurs milliers de lancers de pile ou face par seconde. Au bout d'un moment, on a autant de piles que de faces, si vous voulez, c'est équilibré. Et c'est donc une machine à produire du vrai hasard, d'accord? Et donc dans une expérience, ils ont mis des machines comme ça en série. Ils en ont monté plusieurs en série avec un dispositif un peu complexe que je ne vous explique pas parce que même moi je ne comprends pas. Mais du coup, simplement l'idée à retenir, c'est que l'expérience, c'est que les gens doivent appuyer sur un bouton avec l'intention d'entendre un son. Donc un son qui va être un son agréable, un jingle, un extrait de musique de film, une réplique célèbre, etc., etc. Quelque chose que les gens vont identifier comme étant un son agréable. Donc soit, c'est simple, soit ils ont un son, soit ils n'ont rien. D'accord? Donc l'exercice, l'expérience, c'est ça. Ils appuient sur un bouton avec l'intention d'entendre un son. Et dans un certain nombre de cas, ils ont un son. Et dans l'autre partie des cas, ils ont juste un clic. D'accord? Donc le clic étant désagréable, effectivement, l'intention est associée à l'envie aussi d'entendre ce son qui en plus être agréable, etc. Et effectivement, l'expérience marche, c'est-à-dire qu'on voit que dans plus de cas que 50%, les résultats sont supérieurs à la ligne du hasard, les gens arrivent à obtenir finalement un son. Donc on fait des calculs statistiques pour montrer qu'on est vraiment au-dessus du hasard, avec un intervalle de confiance, etc., etc. Pour ceux qui connaissent les statistiques, ça se fait de la même façon que pour tout un tas d'autres domaines. Et donc le résultat, c'est que les gens ont plus souvent réussi à attirer en quelque sorte à eux un son. Et la façon dont le dispositif est conçu, en fait, c'est pareil. L'interprétation, c'est qu'en fait, c'est le moment où la personne entend le son qui provoque une émotion agréable, si vous voulez. C'est ce moment-là qui agit sur la machine en remontant le temps et qui agit sur la façon dont l'information va circuler dans les machines qui produisent du hasard. Alors, donc ça influence le hasard, ça agit sur le hasard, ça oriente le hasard, si vous voulez. Donc c'est une façon dont la conscience agit aussi sur la matière. Autre expérience de Dean Radin qui montre le pouvoir de l'intention, il a fait travailler des méditants bouddhistes, mais aussi d'autres traditions, sur une expérience en physique quantique très connue qu'on appelle les fentes de Young. Donc, les fentes de Young, c'est qu'on envoie un photon ou un électron à travers deux fentes, et selon les conditions expérimentales, soit le photon passe par une fente, soit il passe par les deux fentes, parce qu'il se comporte aussi comme une onde. Comme vous savez, c'est la base de la physique quantique. Les particules sont à la fois ondes et corpuscules. Donc, selon qu'on l'observe ou pas, le photon passe comme une particule ou bien comme une onde. Donc la règle de base, c'est que si on l'observe, il passe en tant que particule. Donc il va passer par une fente. Ça va être un petit point. Si on ne l'observe pas, il passe comme une onde, et donc il passe par les deux fentes. Voilà les conditions expérimentales classiques. Or, si on demande à des méditants de se concentrer simplement sur le dispositif, comme s'ils observaient, comme s'ils regardaient le dispositif, et bien effectivement, ils arrivent à forcer l'onde à redevenir particule. C'est-à-dire que là, ils ont fait des expériences comme ça pendant 10 ans, et avec des résultats, encore une fois, probants statistiquement. C'est-à-dire que la conscience, l'intention du méditant est capable d'influencer le comportement de la particule quantique. Semble-t-il, hein, parce que évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais une façon de l'interpréter, c'est ça, c'est que la conscience interagit avec la matière en modifiant le comportement ondulatoire ou bien corpusculaire de ces particules. Vous voyez, donc c'est assez vertigineux, hein, mais ça donne une base théorique aussi au phénomène de la synchronicité, hein, puisque pour que la synchronicité soit possible, il faut qu'il y ait cette articulation entre conscience et matière, il faut que le sens qu'on voit dans la synchronicité puisse avoir ce support, en fait, cette base. Donc il y a une base théorique aujourd'hui qui existe, il y a une base empirique, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les ateliers que fait Romuald, ceux que fait Philippe Guillemont aussi, dans lesquels il donne des résultats assez probants aussi, où les gens sont capables de provoquer des synchronicités. Et donc c'est un phénomène aujourd'hui voilà, avec lequel on peut jouer, mais qui prend aussi de la consistance dans la recherche scientifique, disons. C'est quelque chose qui devient pris au sérieux, quoi.
Pas assez évidemment, mais de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Parce que l'intérêt, c'est quand même effectivement de s'en servir pour soi, à des fins peut-être de développement personnel, de développement peut-être transpersonnel. Hein, en tout cas, ça peut, comme je le disais, être intéressant à l'échelle individuelle, quand on veut avoir des réponses à ces questionnements, qu'on cherche son chemin de vie, etc., qu'on cherche qu'est-ce qu'on doit faire comme métier, comme profession, etc. Mais aussi à l'échelle collective, on peut imaginer des intentions collectives, des intentions de groupe pour des notions par exemple de guérison. Donc il y a des expériences aussi qui sont faites là-dessus avec des résultats intéressants. Et ça rejoint évidemment tout ce qu'on a appelé le pouvoir de la prière, etc., hein, le pouvoir de l'intention. Il n'y a pas que via la synchronicité qu'il existe, hein, mais donc les expériences sur l'effet de la prière avaient été un peu controversées. Et en tout cas, on peut se servir aussi de ce phénomène pour émettre des intentions de guérison, guérison collective, guérison individuelle, etc. Et puis, à l'échelle collective, carrément globale, à l'échelle de la planète, il s'agit aussi d'attirer à nous un futur, en fait, en quelque sorte, puisque ça revient à ça. Puisque si on peut le faire à l'échelle individuelle, on peut le faire à l'échelle collective. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce que peut être un futur souhaitable. Hein. Donc c'est toute la difficulté. Mais on peut imaginer que nos intentions collectives soient capables d'influencer le futur qui va nous arriver collectivement, et que donc si on focalise tous nos intentions dans une même direction, on peut faire venir à nous ce bon futur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bon futur? Eh ben, c'est un futur qui respecte des notions d'éthique, un certain nombre de valeurs, de respect, respect des individus, bien sûr, des êtres humains, mais aussi de tout le vivant dans son ensemble, et puis la planète au sens large, en tant que peut-être aussi, en tant qu'être vivant aussi, elle-même, la planète, etc. Donc on peut focaliser des intentions, et il y a aussi là des réflexions et des expériences qui se montent là-dessus, pour essayer de faire venir à nous le meilleur futur souhaitable, le meilleur futur possible. Alors ça a l'air perché, utopique, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas beaucoup d'autres choses, à notre disposition de toute façon, donc on n'a rien à perdre, en fait. Et il y a des petits groupes qui peuvent se créer comme ça, dans des ateliers ou juste des réunions de manière informelle pour essayer de faire ça, en fait. Sachant que notre futur, effectivement, peut changer. Donc, à chaque instant, on a une multitude de futurs qui sont superposés. Comme dans la physique quantique, on dit que la particule est dans des états superposés. Et bien, c'est la même chose. Notre futur est quantique. Ça, c'est pareil, c'est Guimand qui nous dit ça. Notre futur est quantique dans le sens où il est superposé. Mais il y en a un qui est plus probable que les autres. Par exemple, d'ici 10 minutes, normalement, on sera encore tous là. Vous serez là encore en train de m'écouter, donc votre futur, mon futur à moi et le vôtre, le plus probable dans 10 minutes, c'est qu'on soit encore là en train de parler. Peut-être que ce sera vous qui aurez pris la parole à ce moment-là, etc. Mais il peut se passer plein d'autres choses, d'accord? Je peux tomber malade, je peux partir en courant, ou c'est vous qui partez, ou alors on se prend une météorite, ou une invasion de zombies aliens, ça peut arriver, tout peut arriver. Donc on a tous ces futurs, si vous voulez, qui sont superposés les uns aux autres, avec une notion de probabilité qui est associée à chacun, quoi, et voilà. Et donc l'idée, c'est d'arriver, si notre futur le plus probable, c'est pas le plus souhaitable, eh bien, c'est à nous de faire bifurquer, vous voyez, les choses pour que le plus probable devienne aussi le plus souhaitable, en quelque sorte. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel.